il y aura, si l'univers dans cette période a formé plutôt des petites que des grosses galaxies, elles seront aussi attirées. Vous voyez ici une simulation qui part depuis très tôt dans la vie de l'univers, donc à des décalages vers le rouge de 12,75, et vous voyez, il faut suivre la petite figure, donc comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Dans ces simulations, on met en place aussi tous les aspects radiatifs et le gaz qui se réchauffe et qui se met en expansion après être tombé de façon froide. Et pendant ce temps, vous voyez les petits points noirs représentent les petits trous noirs qui étaient au centre de ces galaxies, qui vont finir par se réunir entre eux et former peut-être un grand trou noir. Et il y a un objet qui est, on ne le voit pas encore ici, mais qui finira peut-être lui aussi par ressembler à une galaxie elliptique. Bon, maintenant je vous reparle d'ALMA, je sais que vous en parlerez tout à l'heure. Donc ALMA, qui a été inauguré en 2013, est le plus grand instrument au sol qui n'ait jamais encore été construit par les astronomes du monde entier, puisqu'il s'agit de 66 télescopes pour faire de l'astronomie dans le millimétrique et le submillimétrique. Et pour pouvoir travailler à des longueurs d'onde de ce type, il faut absolument ne pas avoir de vapeur d'eau entre les astres et nous. Alors, pour avoir le moins de vapeur d'eau possible, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté à 5000 mètres d'altitude dans la région la plus sèche de la Terre, qui est dans le désert de l'Atacama, au Chili. Et comme je vous l'ai dit, ALMA, même si on l'a inauguré en mars, n'est pas encore complètement en mars avec les 66 antennes, mais il marche déjà depuis 1 an et demi, d'abord avec 16, puis avec 25, maintenant ils en offrent, je crois, une quarantaine. Et on peut déjà, par conséquent, montrer quelques résultats qui ne font que nous mettre l'eau à la bouche. Et je trouve ce résultat intéressant. Je vous ai dit que la matière tombait sur le trou noir, tout ça faisait que tout autour, il y avait accumulation de matière et formation d'étoiles, et puis finalement, les supernovae éclataient et se mettaient à renvoyer ce gaz vers l'extérieur. Et donc, on commençait par une grande chute et on devait finir par un vent, en fait, un vent extérieur. Alors ce vent de gaz froid qui est repoussé vers l'extérieur, avec ALMA, pour la première fois, on a pu l'observer. Je vous montre la galaxie NGC 253, qui est une galaxie qui était connue pour avoir un noyau actif et beaucoup de formation d'étoiles. Voilà la carte de la région centrale. Le plus intéressant, ce n'est pas tellement la carte que de regarder les vitesses là, vous avez des accumulations des nuages de gaz, il s'agit de gaz froid. Et ici, on vous montre, en fonction de la distance en abscisse, vous avez en ordonnée les vitesses. Et donc, vous voyez que, et les couleurs vous donnent simplement les densités, c'est-à-dire les violets au milieu, c'est les zones les plus denses, et les rouges à l'extérieur, c'est les zones les moins denses. Et vous voyez donc un grand flot de matière qui part. En fait, la quantité de matière qui est en train de partir dans ce flot est à peu près 3 fois plus grande que la quantité de matière qui est en train de former des étoiles en ce moment dans cette galaxie. Donc vous voyez à quel point ça va rapidement arrêter la formation d'étoiles dans la galaxie. C'est très intéressant parce que c'est une chose dont on parlait depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on le voit. Donc, nous avons parlé des noyaux actifs, mais il y a des trous noirs, nous pensons au centre, enfin nous savons, nous pouvons les mesurer essentiellement en mesurant les orbites d'objets qui tournent autour des centres des galaxies. Nous pensons qu'il y a des trous noirs au centre de pratiquement toutes les galaxies, et les trous noirs n'ont pas des masses quelconques. Il y a des relations entre ce que fait la galaxie elle-même et ce que fait le trou noir en son centre. C'est pas que par hasard, il y avait un trou noir qui est venu quelque part et puis on a accumulé des étoiles autour. On voit que je vous montre ici des corrélations avec des propriétés spécifiques de la cinématique de la galaxie ou de la luminosité de la galaxie qui montrent que
le trou noir et la galaxie ont dû croître en même temps, de façon concomitante, et que les effets, chacun a dû sentir les effets de l'autre. Et c'est un sujet très chaud aujourd'hui en astronomie qu'on aimerait vraiment comprendre complètement, et nous pensons à des missions futures qui vont permettre d'éclaircir pas mal de questions là-dessus. C'est quand même intéressant de voir ce que je vous montre dans ce diagramme. Je vous montre ici que des trous noirs toujours dans des régions pas très lointaines de notre galaxie. Et vous voyez tout à fait en haut, en vert, des trous noirs qui sont plus massifs que les autres, hein, puisque ici c'est la masse qui est en leur donnée. Et jusqu'à il y a très récemment, on pensait que dans notre environnement proche, le trou noir le plus massif était celui qui était au centre de la galaxie M87, que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait 6 ou 7 milliards de fois la masse du Soleil. Mais très récemment, vous voyez les deux points verts qui sont encore là-haut, on vient d'en trouver deux autres qui ont des masses encore plus grandes. Et qui, vous voyez, ne tombent plus dans la corrélation. Donc il est fort possible que pour ces objets-là, pour ces très gros trous noirs, là, il y ait une histoire différente que dans les autres galaxies, et que là, il se passe quelque chose de spécifique dans la formation des trous noirs, ou que une partie plus grande de la galaxie s'accumule dans le trou noir et ne permettent pas que le trou noir et la galaxie suivent la corrélation que suivent toutes les autres. Donc, encore une fois, sujet très chaud et à voir. Et ça ne peut se comprendre que si on comprend l'évolution qui nous a amenés à cet état. Pour comprendre l'évolution, eh bien, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant, il faudra aller chercher des objets beaucoup plus lointains. Mais avant de faire ça, je voulais vous montrer une autre simulation, une simulation évidemment, j'aime beaucoup, qui est, si on suppose que finalement le phénomène qui régit la formation des grosses galaxies, c'est tout simplement l'accumulation de petites galaxies. Au début de l'univers, on n'a fait que des petites, et puis petit à petit elles se rendent compte. Et ça pourrait représenter, c'est une hypothèse possible, par exemple, pour la formation de notre galaxie, la Voie lactée. Et voilà, elle est arrivée maintenant, elle a avalé des tas de petites galaxies, elle les a aplanies, etc. Alors justement, Gaïa, qui vient d'être lancée, j'avais la chance d'être présente au lancement. Si vous voulez, je peux vous montrer mon petit film du lancement de Gaïa. Elle va étudier avec une précision extraordinaire les vitesses 10% des étoiles dans la Voie lactée. C'est absolument extraordinaire si on y réfléchit. Et par conséquent, s'il y a des petites galaxies qui ont été avalées, il y a toujours toute une partie des étoiles qui va garder un souvenir des vitesses qu'elles avaient quand elles sont venues dans la Voie lactée. Ça formera ce qu'on appelle des courants. On en a déjà découvert quelques-uns, mais alors avec Gaïa, on pourra faire vraiment l'ensemble, et donc probablement faire un grand historique de toutes ces petites galaxies qui ont été avalées par la Voie lactée, et voir si ça correspond à une part importante de la Voie lactée ou pas. Donc ça répondra un petit peu au problème que je me pose avec vous aujourd'hui. Parce que une façon de grandir, c'est d'avaler des petites galaxies ou de faire que des grosses galaxies se rencontrent entre elles. Une autre façon, évidemment, c'est tout simplement d'avaler du gaz. S'il y a du gaz, pas seulement dans les galaxies, mais entre les galaxies, il peut se former des courants froids, et desquels, en 2009, a montré qu'il pouvait y avoir des instabilités qui amènent à la création de courants froids, et ces courants froids pourraient emmener du gaz qui tombe en pluie dans les galaxies, qui leur donne donc du gaz nouveau, et si on arrive à perturber ce gaz, on peut arriver à y former des étoiles. Donc, il va y avoir cet ensemble de choses. Collision de grosses galaxies, avaler des petites galaxies, recevoir du gaz, et nous souhaitons mieux comprendre comment tous ces processus nous ont menés à l'univers que nous avons maintenant. Donc, on fait des modèles, on fait des simulations, par exemple, là je vous ai montré des exemples de comment varierait une galaxie qui s'est formée en avalant des petites galaxies. On fait aussi des modèles de comment se formerait une galaxie en avalant du gaz à travers des courants qui arrivent d'un endroit ou d'un autre. Et c'est ce qui a été fait par exemple par Tessier. Malheureusement, je n'ai pas le film qui correspond à ça.
Et là, vous avez de nouveau donc, des filaments, comme vous aviez dans notre galaxie pour la formation d'étoiles. Là, vous avez entre les galaxies des filaments qui vont nourrir les galaxies et les aider à former des étoiles. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de à quoi pourrait ressembler... Comment fait que là ? Non, j'en ai beaucoup plus, c'est pour ça. Donc, et j'ai commencé à 8h30. Donc, je vais devoir aller un peu vite sur certaines des choses. Je voulais vous montrer rapidement que est-ce qu'on pourrait voir une pluie de matière sur un trou noir ? Une pluie de gaz sur un trou noir. On a quand même envie de le voir, si c'est possible. Alors, où est-ce qu'on a le plus de chances de le voir ? On pourrait penser dans le trou noir au centre de notre galaxie. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'au centre de notre galaxie,